Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit toujours, il est désormais évident que la crise de l'énergie qui en résulte aura un impact déterminant au cours des prochaines années. Les conséquences sont déjà ressenties partout à travers le monde, mais nul doute que l'Europe est au cœur de la tempête alors que son économie est poussée au bord du précipice et que l'inflation atteint des niveaux records. Au cours des prochains mois, la Russie prévoit une nouvelle hausse des prix d'environ 60%, alors que l'Allemagne et la France s'attendent tous les deux à ce que le prix soit multiplié par 10. Or, pour certains, la situation est beaucoup plus grave et l'Europe doit carrément se préparer à une interruption totale de l'approvisionnement en hydrocarbures en provenance de la Russie. Bien sûr, un tel scénario entraînerait des conséquences sérieuses et profondes, non seulement pour l'économie, mais aussi pour la géopolitique mondiale ainsi que pour la trajectoire de l'humanité. Or, est-ce réellement possible? Autrement dit, la Russie peut-elle réellement se permettre de couper le gaz à l'Union européenne? Et si c'est le cas, alors quelles seraient les conséquences à court et à long terme, d'abord pour la Russie et l'Europe, mais aussi pour le reste du monde? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre, mais d'abord, laissez-moi vous parler de notre partenaire d'aujourd'hui. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel totalement gratuit qui se joue en ligne. Pour y jouer, choisissez un pays et adoptez la meilleure stratégie géopolitique pour permettre son rayonnement à l'échelle mondiale. Combattez jusqu'à 128 joueurs en temps réel dans des parties qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Chars, avions, navires, sélectionnez les unités les plus appropriées pour construire intelligemment votre armée. Déclarez la guerre à vos voisins ou formez des alliances avec d'autres joueurs. Ce que j'aime bien dans Conflict of Nations, c'est que vous êtes libre de choisir votre propre stratégie. Engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde depuis votre ordinateur ou même votre téléphone portable. Et vous pouvez jouer avec le même compte sur ces deux supports. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir un cadeau exclusif de 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Cette offre est disponible uniquement pendant 30 jours, donc faites vite et lancez-vous dans l'aventure. Pour exposer l'importance de la crise actuelle, il faut d'abord comprendre comment l'Europe est devenue aussi dépendante de Moscou en matière d'énergie. Et pour ce faire, il faut remonter au début des années 1960. À ce moment, la guerre froide est déjà bien amorcée. Les relations entre l'URSS et les États-Unis ne cessent de se détériorer. C'est le mur de Berlin, le réarmement, la crise des missiles, le Vietnam, la course vers l'espace. Bref, la compétition entre les deux géants est à son paroxysme et c'est exactement dans ce contexte que le monde s'éveille face au potentiel énorme de l'URSS en matière de pétrole et de gaz naturel. Les réserves découvertes sont absolument gigantesques. Donc pour les exploiter, les Soviétiques construisent tout un réseau de pipelines et de gazoducs, littéralement sur des milliers de kilomètres. En 1964, l'URSS active le plus long pipeline de la planète, traversant plus de 4000 kilomètres, afin de connecter les réserves soviétiques avec de nombreux États de l'Est, tels que l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie. C'est un exploit technique pour l'époque, mais aussi un véritable coup de maître dans l'affrontement géopolitique avec les États-Unis, car en fournissant aux États de l'énergie abondante et abordable, l'URSS est en mesure de consolider et même d'étendre sa sphère d'influence un peu partout à travers le monde. Bien sûr, l'Amérique est terrifiée. Elle fait tout en son pouvoir pour empêcher le développement de l'industrie soviétique. À travers l'OTAN, elle impose un embargo sur les tuyaux d'acier en direction de l'URSS dans l'espoir de mettre fin à la construction de pipelines. Or, à la fin des années 60, de nombreux pays du bloc de l'Ouest commencent à en avoir assez de la logique bipolaire de la guerre froide, exacerbée par l'attitude paternaliste des États-Unis. Le général de Gaulle retire la France du commandement intégré de l'OTAN et expulse le quartier général du territoire français. De son côté, l'Allemagne de l'Ouest veut se rapprocher des États voisins d'Europe de l'Est, certes afin de retrouver un équilibre plus sain dans le contexte de la guerre froide, mais surtout afin de pouvoir profiter, elle aussi, des richesses soviétiques en pétrole et en gaz naturel. C'est ainsi qu'en 1970, l'Allemagne de l'Ouest et l'Union soviétique signent une entente historique, brisant complètement les codes de la guerre froide. Les deux conviennent de prolonger le gazoduc existant à travers ce qui est aujourd'hui la République tchèque, de manière à rejoindre le sud de l'Allemagne. En matière de paiement pour le gaz naturel, l'Allemagne exportera vers l'URSS des tuyaux d'acier destinés au développement de nouveaux pipelines et gazoducs. Pour les deux camps, c'est une entente parfaite, des pipelines et des turbines en échange d'un approvisionnement à rabais en énergie. Lorsque les premières livraisons de gaz soviétique commencent à arriver en 1973, l'Allemagne de l'Ouest y prend rapidement goût, alors que l'approvisionnement abordable en gaz naturel devient graduellement un pilier indispensable de son modèle économique.
Au cours des années suivantes, les chocs pétroliers encouragent un peu partout à travers l'Europe l'adoption du gaz naturel comme source d'énergie, ce qui bien sûr profite grandement à l'URSS. En Allemagne seulement, à partir de 1973 et sur une période de 20 ans, l'approvisionnement en gaz soviétique est passé de 1,1 milliard de mètres cubes par an à plus de 25 milliards de mètres cubes. L'URSS devient le plus gros producteur de pétrole et de gaz naturel de la planète et profite largement des prix de l'énergie atteignant des sommets historiques. En fait, l'Union soviétique devient tellement dépendante de l'exportation d'énergie que lorsque les prix s'effondrent en 1985, elle est plongée dans une profonde crise économique qui culminera ultimement avec l'éclatement de l'Union, moins de 4 ans plus tard. Lorsque l'URSS s'effondre, les paramètres de base du marché de l'énergie européen demeurent inchangés. Plusieurs États sont lourdement dépendants des importations d'énergie en provenance de ce qui devient alors la Russie. En Allemagne, plus de la moitié des importations de gaz proviennent alors de Moscou. Dans les nouvelles républiques post-soviétiques et en Europe de l'Est, le portrait est encore plus frappant. Or, si les livraisons de gaz sont vitales pour de nombreux pays européens, les revenus qui s'en dégagent sont plus que jamais essentiels à la survie de la nouvelle Fédération de Russie, qui traverse alors une période d'instabilité profonde. Mais c'est au tournant des années 1990, autant la Russie que les États qui en dépendent comprennent très bien qu'il y a un avantage réciproque à maintenir ce qui est devenu avec le temps une relation mutuellement bénéfique. L'Europe a besoin du gaz et la Russie a besoin de l'argent, tout simplement. Faut ajouter que la Russie n'est alors plus considérée comme une rivale géopolitique. En fait, plusieurs y voient une opportunité historique, puisque Moscou est plus que jamais disposé à vendre ses ressources naturelles à rabais, et surtout à ouvrir la porte aux investisseurs étrangers. C'est le début de la mondialisation. Avec la fin de la guerre froide, on ne craint plus autant les risques stratégiques autrefois inhérents à la dépendance envers Moscou. Donc à partir des années 90, la soif de l'Europe pour l'énergie russe ne fait que s'agrandir. Le seul problème, c'est qu'avec l'effondrement de l'URSS, la Russie perd le contrôle sur des portions critiques de son réseau de pipelines et de gazoducs. Des segments essentiels se retrouvent entre les mains d'États post-soviétiques comme la Biélorussie et l'Ukraine. En fait, l'Ukraine agit alors comme un véritable carrefour pour acheminer l'énergie russe vers l'Europe, avec des pipelines et des gazoducs la traversant d'est en ouest et des ports en eau profonde situés directement sur la mer Noire. Pour la Russie, c'est un problème de la plus haute importance, car d'abord, elle est forcée de payer des tarifs pour traverser le territoire ukrainien, mais surtout, car ça donne à l'Ukraine un levier stratégique immense, ainsi qu'un rôle névralgique dans le marché mondial de l'énergie. Ainsi, rapidement, autant la Biélorussie que l'Ukraine deviennent des intérêts géopolitiques de premier plan pour Moscou, une sphère d'influence à défendre coûte que coûte afin de protéger l'accès au lucratif marché européen. En 92, elle dessine les plans pour un nouveau gazoduc, un autre méga-projet de plus de 4000 km, permettant de connecter les champs gaziers de la péninsule de Yamal avec l'Allemagne, cette fois en contournant l'Ukraine, à travers la Biélorussie et la Pologne. Les travaux s'étirent pendant des années, notamment en raison des difficultés financières de la Russie. Lorsque Poutine arrive au pouvoir au début de l'an 2000, il appuie sur l'accélérateur afin de sécuriser, moderniser et développer l'industrie russe de l'énergie. Il approuve d'énormes chantiers afin de relancer la production, développe le potentiel de l'Arctique et modernise l'infrastructure à coût de milliards de dollars. En quelques années, la production augmente, tout comme les exportations. Les prix du pétrole ne cessent de grimper, offrant ainsi à Moscou des revenus absolument essentiels afin de reconstruire l'État, retrouver la stabilité et surtout payer pour un grand réarmement que Poutine met sur la table dès 2001. Les États-Unis sont convaincus que l'Europe subventionne directement la résurrection d'un compétiteur géopolitique qui remet en doute sa domination. L'Amérique est alors au pic de sa puissance. Sous l'impulsion du 11 septembre, elle envahit l'Afghanistan, puis l'Irak, et est prête à tout pour refaire le monde selon ses intérêts. Elle se lance dans une grande expansion de l'OTAN, ainsi que dans une série d'interventions secrètes à travers la CIA, afin de renverser les gouvernements qu'elle considère nuisibles et bien sûr, contenir la montée de Moscou. Ce sont les fameuses révolutions de couleur dans lesquelles les Américains utilisent un réseau d'ONG afin de soutenir et même d'organiser les mouvements révolutionnaires. Des sommes importantes sont distribuées à des écrans de la CIA tels que le National Endowment for Democracy, Freedom House ou encore une fondation de George Soros
l'Open Society Foundation. Après la lutte au communisme, la promotion de la démocratie devient le prétexte officiel pour intervenir directement dans la politique de pays étrangers. Liban, Kyrgyzstan, Géorgie, Biélorussie, Ukraine. Les révolutions sponsorisées par les États-Unis se multiplient. En Ukraine, cet argent sert notamment à préparer, puis à soutenir ce que l'histoire baptisera la Révolution orange. Le mouvement revendique un rapprochement avec l'Occident à travers rien de moins qu'une intégration à l'Union européenne et même à l'alliance militaire de l'OTAN. Poutine perçoit la chose comme une trahison et même une provocation envers la Russie. À l'issue de la révolution, lorsque le président pro-russe Viktor Yanukovych est remplacé par une figure plus favorable à l'Occident, Viktor Yushchenko, Poutine est placé au pied du mur. Il comprend très bien que celui qui contrôle l'Ukraine contrôle l'accès au marché européen. Plus que jamais, il faut trouver un moyen de contourner le territoire ukrainien. C'est carrément le développement de la Russie qui en dépend. Maintenant, il ne reste plus qu'à convaincre l'Europe qu'il est dans ses intérêts de diversifier l'approvisionnement. Presque immédiatement après la Révolution orange, la Russie commence à se plaindre publiquement que l'Ukraine est grotesquement en retard sur ses factures d'énergie et que les dettes envers la Russie s'accumulent tout en demeurant impayées. Elle accuse l'Ukraine de voler du gaz destiné à l'Europe. Elle affirme que son infrastructure est complètement obsolète, sinon carrément dangereuse. Coup de théâtre. La Russie va même jusqu'à suspendre les livraisons de gaz vers l'Ukraine avec des conséquences immédiates à travers l'Europe. Éventuellement, l'Ukraine accepte de faire des paiements pour réduire sa dette. La Russie réactive le gaz, mais peu importe. Puisqu'à travers la crise, Poutine obtient ce qu'il désire réellement, alors qu'il s'entend avec le chancelier allemand Gerhard Schröder pour connecter directement l'Allemagne à la Russie à travers un gazoduc sous-marin traversant la mer Baltique et permettant ainsi de contourner tous les autres pays européens. Ce fameux gazoduc sera ultimement nommé Nord Stream. Quelques jours seulement après avoir signé l'entente avec la Russie, Gerhard Schröder quitte la chancellerie et est récompensé avec un siège sur le conseil d'administration de Nord Stream. Plus tard, il se joindra au conseil de Rosneft et de Gazprom, les monopoles russes du pétrole et du gaz. Pour Poutine, c'est un véritable coup fumant. Non seulement il consolide la place de la Russie en tant que mastodonte du marché européen, mais encore plus, il acquiert une politique d'assurance face à l'Ukraine. Après des années de pauvreté, d'incertitude, au milieu des années 2000, la Russie semble enfin prendre son élan vers la résurgence. Cela dit, c'est exactement dans ce contexte que la relation entre Moscou et Washington commence à se détériorer de manière dangereuse. Les États-Unis sont farouchement opposés au retour de la Russie en tant que puissance rivale et veulent l'empêcher d'étendre son influence sur le continent européen. Mais encore plus, c'est alors en Amérique le début de la production de gaz naturel à grande échelle, à travers un procédé nouvellement adopté qu'on appelle la fracturation hydraulique ou fracking. C'est une véritable révolution dans le marché mondial de l'énergie. Rapidement, les États-Unis deviennent eux-mêmes des exportateurs de gaz et bien sûr, ils convoitent l'immense marché européen. Donc ils s'inquiètent de voir la Russie se l'accaparer, non seulement pour des raisons stratégiques, mais aussi, de plus en plus, pour des raisons commerciales. De son côté, la Russie est profondément frustrée parce qu'elle perçoit comme une multitude de transgressions à l'ordre mondial de la part des États-Unis et de l'Occident. Moscou dénonce l'expansion de l'OTAN à ses frontières et se scandalise des révolutions de couleur, particulièrement la révolution orange en Ukraine, qu'elle perçoit comme une ingérence grossière et inacceptable dans sa sphère d'influence. En 2008, lors d'une rencontre désormais célèbre au sommet de l'OTAN à Bucarest, Vladimir Poutine sert un avertissement ultime aux chefs d'État réunis. Il prévient que l'Ukraine, la Biélorussie et la Géorgie constituent une ligne rouge, un intérêt vital de la Russie et qu'en sens, elle n'acceptera jamais que l'un de ces pays ne tombe sous l'influence de l'Ouest, encore moins qu'il ne soit admis dans une alliance militaire orientée contre la Russie. La France et l'Allemagne se montrent alors prêtes à un compromis, mais les États-Unis ne veulent rien entendre. Ils gardent la porte de l'OTAN bien ouverte, autant pour l'Ukraine que pour la Géorgie. Et bien sûr, l'histoire connaît la suite. Quelques mois plus tard, à l'été 2008, la guerre éclate, lorsque la Russie envahit la Géorgie, bloquant du même coup l'admission à l'OTAN, ainsi que la construction d'un nouveau pipeline rival vers l'Europe. Les États-Unis et l'Europe sont pris par surprise et une fois de plus, Poutine obtient exactement ce qu'il veut, car moins d'un an après l'invasion de la Géorgie, il signe une entente avec l'Italie, la Bulgarie, la Serbie et la Grèce afin de construire South Stream,
Un pipeline équivalent à celui proposé par les États-Unis et l'Europe, mais contrôlé par la Russie et permettant de contourner l'Ukraine grâce à un énorme segment sous-marin au fond de la mer Noire. Poutine remporte la Manche. La Russie resserre encore plus son emprise sur le marché européen, mais encore plus. En 2010, un certain Viktor Yanukovych fait un grand retour à la présidence de l'Ukraine après avoir battu aux élections une leader de la fameuse révolution orange. Avec le retour au pouvoir du président pro-russe, Moscou retrouve son influence sur le gouvernement ukrainien. Soudainement, les coupures de gaz s'arrêtent alors que l'Ukraine abandonne son projet de rejoindre l'OTAN, qu'elle reconnaît le russe comme langue officielle et qu'elle se rapproche de la Russie à plusieurs égards. Le président Yanukovych est particulièrement populaire dans l'Est, là où la population est russophone, mais de plus en plus contesté dans l'Ouest, là où la population est généralement plus favorable à l'Europe et à l'Occident. Ainsi, en 2013, lorsqu'il enterre officiellement un traité signé par ses prédécesseurs visant l'intégration à l'Union européenne au bénéfice d'une entente similaire avec la Russie, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Les manifestations éclatent à travers le pays et rapidement les choses tournent à la violence. C'est alors le début de ce qu'on appellera plus tard la révolution de Maïdan. Ceux qui sont en faveur de l'Europe affirment que le président Yanukovych est corrompu, que c'est une vulgaire marionnette à la solde de la Russie et qu'il doit donc démissionner. Lorsque le président Yanukovych fuit vers la Russie et que les révolutionnaires prennent le pouvoir, la population russophone est en colère, donc elle se soulève à son tour à travers les régions de l'Est afin de protester contre la révolution. Ils estiment pour leur part que le mouvement révolutionnaire est financé et dirigé par l'Occident exactement comme en 2004. Les manifestants pour et contre la révolution s'affrontent violemment et en quelques jours, la situation tourne à la guerre civile alors que les séparatistes pro-russes déclarent leur indépendance et que la Russie profite de l'opportunité pour déployer ses forces spéciales et prendre le contrôle de la Crimée. Ce dernier développement l'effet d'un coup de tonnerre sur la scène internationale. Autant l'Europe que les États-Unis sont surpris et embarrassés par l'annexion rapide de la Crimée. La Russie est alors sévèrement sanctionnée et en conséquence, le projet personnel de Poutine, le gazoduc South Stream, se retrouve mort et enterré. Ainsi, en 2014, avec un conflit actif face à Kiev et la fin abrupte de South Stream, la Russie se doit impérativement de trouver un nouveau moyen de contourner l'Ukraine. C'est alors que Vladimir Poutine signe une entente avec le nouveau président turc, Recep Tayyip Erdogan, afin de remplacer South Stream par une simple refonte du projet appelé Turkstream, où la Turquie s'engage à agir comme intermédiaire afin d'acheminer le gaz russe vers l'Europe et, si nécessaire, le vendre à sa place. C'est alors le début d'une relation stratégique entre Poutine et Erdogan dont la nature controversée et ambiguë persiste encore à ce jour. Cela dit, en matière de controverse, le monde n'a encore rien vu, car face à la relation pour le moins difficile entre la Russie et l'Ukraine, l'Allemagne s'inquiète de plus en plus pour son approvisionnement en énergie. Suite à la catastrophe de Fukushima, elle vient tout juste de prendre le pari risqué de fermer l'entièreté de ses 17 centrales nucléaires, donc elle ne peut tout simplement pas se passer du gaz russe à court ou à moyen terme. Pour Angela Merkel, il est déjà trop tard pour regarder en arrière. Donc malgré l'annexion de l'Ukraine à l'été 2015, l'Allemagne s'entend avec la Russie afin de construire un nouveau gazoduc, une expansion majeure de Nord Stream appelée Nord Stream 2. Non seulement le projet permettrait de doubler les livraisons de gaz russe vers l'Allemagne à travers la mer Baltique, mais surtout, à toute fin pratique, il permettrait de couper l'Ukraine de la chaîne d'approvisionnement. Évidemment, les Américains sont en colère, tout comme de nombreux pays européens qui protestent contre la décision de l'Allemagne. Après l'abandon forcé de South Stream, la Russie n'obtient pas un, mais bien 2 gazoducs majeurs pour le remplacer. L'Amérique s'oppose vivement et bruyamment aux 2 projets, autant Turkstream que Nord Stream, donc elle déploie une multitude de moyens de pression afin de faire reculer l'Allemagne et la Turquie. À l'été 2016, Erdogan est victime d'une tentative de coup d'État et d'assassinat, pour lesquels il tiendra publiquement les États-Unis responsables à travers l'implication de la CIA. Évidemment, le président Barack Obama nie la chose, mais Erdogan en reste persuadé et la relation ne sera plus jamais la même. Lorsque Donald Trump arrive au pouvoir, la pression monte d'un cran alors que les États-Unis imposent des sanctions sévères contre la Russie et contre les entreprises impliquées dans Nord Stream afin de carrément bloquer la construction. Immédiatement,
L'Allemagne, la France et la Commission européenne sont scandalisés par l'ingérence américaine. Pour eux, l'Amérique tente de déterminer la politique énergétique de l'Europe et elle devrait plutôt se mêler de ses propres affaires. Pire encore, à ce moment, les États-Unis deviennent des exportateurs majeurs de gaz naturel, donc dans les coulisses, leur position est largement perçue comme une manière tordue de s'approprier le lucratif marché européen. Dans une déclaration, la Chambre d'affaires d'Allemagne de l'Est résume très bien le sentiment. L'Amérique veut vendre son gaz liquéfié à l'Europe pour lequel l'Allemagne construit des terminaux. S'il fallait que nous arrivions à la conclusion que les sanctions américaines sont destinées à sortir des compétiteurs du marché européen, notre enthousiasme pour les projets avec les États-Unis serait significativement refroidi. Ici, en Allemagne, il est alors hors de question de plier. Nord Stream 2 ira de l'avant, peu importe ce qu'en pense l'Amérique. Trump déclare publiquement que l'Allemagne est captive de la Russie et les relations entre Berlin et Washington se détériorent rapidement. Pendant tout ce temps, en Ukraine, le conflit entre les séparatistes pro-russes et les forces gouvernementales ne cesse de se réchauffer alors qu'il se transforme progressivement en guerre par procuration où s'affrontent la Russie et de nombreux pays occidentaux à travers un nombre grandissant de mercenaires et de forces clandestines. En fait, il est désormais plus clair que jamais que la Russie et l'Occident approchent du point de non-retour dans la relation d'après-guerre froide. La Russie se découpe de l'Ouest de manière de plus en plus évidente. Elle réduit son utilisation des dollars et se rapproche de l'Iran, du Venezuela, de la Turquie, mais surtout, bien sûr, de la Chine, qui émerge alors comme une nouvelle puissance mondiale et une alternative possible à l'Occident. Évidemment, l'Union européenne tente elle aussi de diversifier ses relations. Sous l'impulsion de l'Allemagne et de la France, elle s'éloigne considérablement des États-Unis et discute ouvertement d'une nouvelle structure de défense pour remplacer l'OTAN. Comme la Russie, elle tente de se rapprocher de la Chine et en 2020, elle conclut même un traité commercial majeur avec Beijing, ouvrant la porte à un pivot vers l'Asie. Les tentatives de l'Europe s'avèrent futiles. D'abord, le traité avec la Chine est mis sur la glace suite aux accusations de génocide dans le Xinjiang. Et quant à la Russie, il semble que les pays d'Europe sont tout simplement incapables de réduire leur dépendance de manière significative, parfois par manque d'opportunités, mais aussi, dans certains cas, par manque de volonté. Ainsi, lorsque l'Ukraine réaffirme son intention de rejoindre l'OTAN en 2021 et que la Russie répond en massant ses troupes le long de la frontière, il est déjà trop tard pour changer de cap. La Russie fournit alors plus de 40% du gaz naturel de l'Union européenne et plus du tiers de son énergie totale. Lorsque la guerre éclate à l'hiver 2022, la dépendance de l'Europe face à Moscou devient plus flagrante que jamais. Des sanctions draconiennes sont imposées dans presque tous les secteurs, excepté dans celui de l'énergie, alors que l'Europe se retrouve à subventionner la guerre en Ukraine à coût d'1 milliard de dollars par jour sous forme de paiement pour les livraisons de gaz. Plus le conflit avance, plus la Russie réduit l'approvisionnement vers le marché européen, faisant bondir les prix à des sommets historiques, causant une crise de l'énergie et menant l'Europe au précipice d'une profonde récession. Maintenant, où l'histoire nous mènera-t-elle? Difficile à dire. Une chose est sûre, elle est loin d'être terminée. La Russie laisse déjà planer le spectre d'une nouvelle augmentation des prix de l'énergie par environ 60% au cours des prochains mois, mais selon la France et l'Allemagne, la situation est beaucoup plus grave. Et durant la prochaine année, l'Europe devrait carrément s'attendre à ce que les prix actuels soient multipliés par 10. C'est incroyable. Mais bien pire, selon certains, Moscou se prépare actuellement à livrer le coup de grâce en coupant entièrement l'approvisionnement en gaz naturel vers le marché européen, provoquant ici une crise de proportions inédite dont les conséquences seraient désastreuses tant au niveau économique que stratégique. D'abord, une multiplication des prix de l'énergie ferait exploser une inflation déjà hors de contrôle. De nombreuses usines en Europe seraient forcées de ralentir leur production ou carrément de fermer, provoquant une augmentation rapide du chômage et poussant le continent européen vers une profonde récession ayant le potentiel d'entraîner avec elle le reste de l'économie mondiale. Sans surprise, des plans d'urgence ont été formulés en cas d'interruption soudaine du gaz russe et certains pays ont considérablement réduit leur dépendance au cours des derniers mois. Or, il demeure que plusieurs sont toujours lourdement dépendants de Moscou en matière d'énergie, donc peu importe le niveau collectif de préparation,
il n'existe aucun doute qu'une coupure totale et soudaine provoquerait des perturbations majeures à travers l'Europe, une période de profonde instabilité marquée par de sévères turbulences économiques, mais aussi par une montée rapide des tensions sociales et politiques. Et ça, Poutine le sait très bien. Il est parfaitement conscient de l'épisode hautement traumatique qui frapperait l'Europe, et c'est pourquoi, s'il choisit réellement un tel scénario, ce sera sans aucun doute la consécration d'une rupture fracassante et quasi permanente entre la Russie et l'Occident. Ainsi, on peut se poser la question, Poutine va-t-il réellement franchir le point de non-retour? Certes, c'est possible. Alors, il faut reconnaître que ce serait un pari pour le moins audacieux, car les risques et les conséquences pour la Russie pourraient s'avérer tout aussi considérables. D'abord, la Russie est un État pétrolier qui a besoin des revenus d'hydrocarbures afin de soutenir son économie, et ce, même en temps de paix. Bien sûr, Moscou a d'autres clients pour son énergie, que ce soit en Asie centrale, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Inde ou bien sûr en Chine. Le problème, c'est que les nouveaux clients devaient être une source de croissance économique pour la Russie en complémentant l'Europe et non pas en la remplaçant. De plus, ces nouveaux clients ne rapportent qu'une fraction de ce que rapporte le marché européen, donc il demeure que Moscou devrait encaisser des pertes considérables. Mais plus encore, il faut considérer les impacts stratégiques. Car même à l'époque de l'URSS, au pic de la guerre froide, l'Union soviétique et l'Europe de l'Ouest entretenaient des relations commerciales mutuellement bénéfiques. En fait, selon certains, c'est l'un des principaux facteurs ayant permis d'éviter une confrontation directe durant les périodes de tension entre l'Occident et l'URSS. Aujourd'hui, en rompant le dernier véritable lien d'interdépendance économique entre la Russie et l'Europe, les deux camps n'auraient pratiquement plus rien à perdre dans une escalade des différents conflits qui les opposent, et ça, c'est extrêmement dangereux. Car si on considère réellement que Poutine est conscient que l'Europe n'a aucune alternative à court terme pour ses besoins d'énergie, et qu'il agit donc de manière délibérée afin de provoquer une crise dont les conséquences seraient potentiellement catastrophiques, alors sans aucun doute, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, il est probable qu'un tel geste soit considéré comme un acte de guerre. Pour le moment, une telle rupture semble presque invraisemblable. Après tout, la relation énergétique entre l'Europe et la Russie est beaucoup plus qu'un simple intérêt commercial. Plutôt, c'est un véritable modèle de développement économique, ayant joué un rôle déterminant à travers l'histoire, en marquant les hauts et les bas, non seulement de la Russie et de l'URSS, mais aussi des États-Unis, de l'Europe et plus largement, du monde entier. Alors soyons un peu lucides et regardons les choses froidement. Il y a seulement quelques mois, la plupart des observateurs étaient extrêmement sceptiques quant au risque d'une invasion de l'Ukraine. Ils croyaient que la Russie avait beaucoup trop à perdre dans sa relation avec l'Europe et que jamais elle ne risquerait une telle aventure. On croyait la même chose pour la Géorgie, pour la Crimée. Aujourd'hui, Poutine pourrait estimer que les sanctions contre la Russie étaient en soi un acte de guerre, que la relation avec l'Ouest est déjà irrécupérable et qu'ainsi, il vaut mieux priver l'Europe de la Russie avant que la Russie ne soit privée de l'Europe. Il est possible qu'il fasse le pari que la question de l'énergie fera certes très mal à la Russie pour les prochaines années, mais qu'elle fera carrément éclater l'Union européenne à court terme, et qu'ainsi, ultimement, le portrait stratégique sera transformé en faveur de la Russie. Mes amis, en sommes-nous réellement arrivés à ce point? Nous allons très bientôt le découvrir. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. Merci tout particulier à chacun de nos membres exclusifs qui rendent possible la production de tels documentaires indépendants. Si vous croyez que ce travail est important, vous pouvez y contribuer en devenant membre exclusif à partir de seulement $1 ou €1 par mois au 7jourssurterre.com/abonnement. Vous pouvez également faire un don direct ou tout simplement vous procurer des articles de qualité depuis la toute nouvelle boutique officielle de 7 jours sur Terre. Si vous le désirez, partagez la vidéo et parlez-en avec vos amis. C'est un moyen fantastique d'appuyer la chaîne et croyez-moi, c'est extrêmement apprécié. En terminant, un merci spécial à notre partenaire de cette semaine, Conflict of Nations. Pour profiter de l'offre exclusive, cliquez sur le lien dans la description.